Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Des possibilités de financement pour les PME-PMI grâce à AGF, African Guarantee Fund, qui vient de racheter une autre institution financière, le GARI. Cette acquisition est présentée aux autorités et acteurs économiques ouest-africains. Notre invité vient nous en parler. Manuel Valls quitte Matignon pour se lancer dans la course à la présidence et démissionne dans la foulée. Il est remplacé au poste de Premier ministre par Bernard Cazeneuve qui occupait jusque-là la place Beauvau. Notre invité, c'est le DG donc, de l'AGF. Bonjour, Monsieur Bibko. Bonjour, Monsieur Bazier. Alors, merci d'être venu ce midi sur ce plateau. Nous parler donc de vos activités à travers la sous-région ouest-africaine. Je vous en prie. Le président du Faso a quitté très tôt ce matin Ouagadougou pour Paris. Dans la capitale française, Roch-Marc Christian Kaboré va présider la table ronde des bailleurs de fonds sur le plan national de développement économique et social, le PNDS. La conférence se tient mercredi et jeudi et devrait permettre de mobiliser des financements pour opérationnaliser cet ambitieux programme qui coûtera sur 5 ans 15 000 milliards de francs CFA. Le Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement sont déjà sur place à Paris. Une nouvelle facilité de financement pour les petites et moyennes entreprises du Burkina, le groupe panafricain AGF vient de racheter le Fonds de garantie des investissements privés de l'Afrique de l'Ouest, GARI, basé à Lomé. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une rencontre entre les responsables des banques et ceux des PME du Burkina. Reportage Amadou Ilboudo. Le Fonds GARI, le Fonds de garantie des investissements privés de l'Afrique de l'Ouest, est désormais membre de la famille AGF, African Guarantee Fund. Datant de décembre 2015, ce partenariat vise à faciliter l'acquisition des financements pour les petites et moyennes entreprises et leur offrir plusieurs garanties. Les garanties que nous offrons sont de la garantie des prêts, à la garantie de renforcement de la capacité, à la garantie de levée de ressources, à la garantie des fonds propres, enfin tout un arsenal. Alors au Burkina Faso, je vais parler du groupe African Guarantee Fund, a émis à peu près 13,6 milliards de garanties. La garantie, outil d'accompagnement de la stratégie des banques au développement de leur portefeuille de PME-PMI. C'est le thème de cette rencontre débat avec les directeurs généraux des banques et les structures de financement des PME. Nos attentes, c'est vraiment que les PME que nous finançons aient une bouffée d'oxygène en matière de garantie, parce que la problématique des garanties est posée au niveau du financement des petites et moyennes entreprises qui ont souvent des difficultés à fournir des garanties pour obtenir un financement. L'African Guarantee Fund est un fonds de garantie panafricain d'environ 500 millions de dollars américains. Sa vocation est d'accompagner les institutions financières pour le développement de l'Afrique. Reportage signé Amadou Ilboudo, Fanta Kando et Oumar Zombré. Alors nous avons M. Félix Bitko qui est directeur général de African Guarantee Fund, AGF, et puis le PCA du Fonds GARI. Alors, c'est quoi l'AGF? Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore en quelques mots ce que c'est que ce fonds? Je vous remercie. L'African Guarantee Fund est un fonds de garantie mis en place par le gouvernement danois, le gouvernement espagnol, la Banque africaine de développement, un ensemble d'États européens réunis au sein du Nordic Development Fund et le gouvernement français à travers l'AFD. Le rôle de l'African Guarantee Fund est d'aider à la promotion des petites et moyennes entreprises. Nous avons constaté que le développement de l'Afrique passe par ce segment d'entreprise-là. Et il fallait les aider à lever les obstacles les plus importants à leur promotion, c'est celui du financement. Alors vous êtes une institution non bancaire, mais vous œuvrez en faveur donc, de la promotion des PME-PMI à travers donc, ce que vous avez dit, et renforcer les capacités, leur donner des conseils. Mais est-ce que c'est ça seulement votre rôle ou vous avez d'autres, j'allais dire, cordes à votre arc? Notre rôle principal est d'apporter du confort à ceux qui détiennent les ressources aujourd'hui. Vous savez qu'en Afrique, la source principale de financement est le secteur bancaire. Le secteur bancaire doit pouvoir jouer ce rôle de promoteur de la croissance. Et pour qu'il puisse le faire en toute quiétude, il faut avoir des instruments qui puissent permettre de réduire ce que j'appelle le manque de visibilité dans notre environnement. Et nous apportons ce confort-là. Et pour pouvoir le faire également, nous leur apportons le savoir-faire en matière d'analyse du risque du PME, ce qui n'est pas commun, et aussi renforcer les aptitudes managériales des PME pour qu'ils puissent avoir
aisément accès au financement. Alors, vous avez racheté, il y a quelque temps de cela, le fonds Gari, qui est à Lomé. En quoi l'acquisition de Gari vous ouvre de nouveaux horizons? L'un des aspects importants de notre métier, nous, risk managers, c'est la proximité. Vous ne pouvez pas être, comme je disais à vos collaborateurs tout à l'heure, à Kuala Lumpur et gérer des risques qui se retrouvent au Burkina. Nous avons voulu être près de nos partenaires banques et établissements financiers en rachetant le fonds Gari, qui est l'instrument par excellence de confort que nous avons dans la zone. Notre portefeuille en Afrique de l'Ouest s'élargissant, il fallait que nous nous rapprochions de nos partenaires. C'est l'objectif premier du rachat du fonds Gari, la proximité. Alors donc, vous avez dit confort, proximité, et ça vous ouvre de nouveaux horizons en vous entendant, parce que vous vous rapprochez donc de tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas seulement. Est-ce que vous travaillez également à avoir de nouveaux partenaires dans le fonds, l'AGF? L'AGF est un fonds panafricain. Notre portefeuille est constitué essentiellement de portefeuilles ouest-africains, mais également de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique centrale. Nous sommes aujourd'hui présents dans 35 pays. Dans 35 pays à travers une quarantaine d'institutions financières africaines et aussi non africaines. Donc oui, cela nous ouvre d'autres horizons parce que nous souhaitons, après l'expérience du fonds Gari, refaire la même chose en Afrique centrale, en Afrique australe et en Afrique de l'Est où nous sommes. Oui, ça nous ouvre d'autres horizons. Oui. Alors, monsieur Bikpo, vous venez dans cette tournée ouest-africaine au Burkina pour rencontrer les autorités politiques, mais aussi les acteurs économiques. Qu'est-ce que cette tournée-là signifie concrètement pour vous? Pour parler de votre acquisition, mais aussi d'autres sujets qui intéressent le monde des PME-PMI? Le plus important pour nous est de permettre à chacun, que ce soit gouvernant, acteur financier, de pouvoir jouer pleinement son rôle dans le développement de ces PME. Avec le gouvernement, nous essayons de voir comment est-ce que, en tant que groupe, nous pouvons les amener à mettre en œuvre les stratégies de développement des PME qu'ils mettent en place. Et pour certains gouvernements, les sensibiliser à l'importance des PME. Vous savez, généralement, nous regroupons les obstacles à la promotion des PME en 4 grandes catégories. La qualité des infrastructures, l'accès au marché, l'environnement des affaires et l'accès au financement. L'accès au financement, c'est notre problème. Mais les autres aspects sont généralement les préoccupations de nos gouvernants. Nous venons avec eux pour voir comment est-ce que nous pouvons les amener à mieux mettre en œuvre ces préoccupations-là. Alors, vous avez eu ces échanges ce matin à Ouagadougou. Qu'est-ce que vous en tirez? Une grosse satisfaction. J'étais à Ouagadougou il y a quelques années. J'arrive, je me rends compte de la qualité des infrastructures qui s'améliore de jour en jour. Ça réconforte. J'étais à Ouagadougou il y a quelques années. On n'avait pas beaucoup d'accès au marché qui permettra aux PME de jouer leur rôle. J'étais à Ouagadougou il y a quelques années. On avait un environnement des affaires qui n'était pas des meilleurs. Aujourd'hui, ça s'améliorait de façon significative. Et ça, c'est à l'actif des gouvernants. Et nous en sommes heureux. Nous allons les aider. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour que cela aille de mieux en mieux. Est-ce que vous avez une photographie donc, de la situation des PME au Burkina? C'est un secteur qui est dynamique. Au Burkina, vous avez plus de 90% des entreprises qui sont des PME. Même avec la nouvelle définition de la Banque centrale, nous pouvons aller jusqu'à plus de 95%. Et oui, ces PME-là doivent être soutenues, dans tous les sens du terme, doivent être soutenues, les amener à prendre ce rôle, à jouer ce rôle de moteur de la croissance dont nous avons besoin. Vous savez, partout en Afrique, partout dans le monde, la PME est le moteur de la croissance, à part l'Afrique. Or, quand vous sortez dans nos rues, vous les trouvez partout. C'est paradoxal. Il faut donc les amener. Si elles arrivent à jouer effectivement ce rôle moteur de la croissance, donc l'Afrique n'aura plus à se plaindre des croissances qui sont en dents de scie. Voilà, nous allons remercier chaleureusement M. Félix Bikpo, directeur général de African Guarantee Fund, AGF, et puis il est le PCA du fonds Gari, qui est venu nous parler ce midi donc, de l'acquisition de Gari par ce fonds mis en place il y a quelques années de cela, il y a 2012 je crois, si ma mémoire est bonne. Merci beaucoup M. Bikpo d'être passé ce midi sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et restez avec nous pour la suite du journal. Près de 40 tonnes de riz ont été saisies par les services de douane de Niadiaougou dans la Kompienga. Ce riz importé du Bénin a été jugé impropre à la consommation par les services phytosanitaires, d'où l'incinération hier des 753 sacs de 50 kg en présence des membres de la Ligue des consommateurs du Burkina. Reportage Aimé Douamba Mamadi Ouedraogo.
Ces sacs de riz sont saisis courant le mois d'avril au mois de novembre 2016 grâce à une synergie d'action du personnel de la douane et des agents de poste de contrôle phytosanitaire du Nadiagou. Après inspection, les 38,15 tonnes de riz, soit 763 sacs de 50 kg en provenance des ports du Bénin ne répondent pas aux normes des denrées consommables en vigueur au Burkina Faso. Il faut donc procéder à leur incinération afin qu'ils ne se retrouvent sur le marché public. La non-conformité que nous avons relevée, n'est-ce pas, sur ces riz, c'est entre autres, je dirais, assez moisi. Donc, censé, n'est-ce pas, héberger des mycotoxines. Donc, nous soupçonnons fortement la présence d'aflatoxine, qui est source de cancer au niveau des poumons de l'homme. Il faut une fois de plus féliciter les services de phytosanitaire. Vous-même, vous avez constaté ce riz moisi, alors, qui non seulement est impropre à la consommation humaine, et surtout aussi animale. Donc, c'est-à-dire qu'aucun être vivant ne doit consommer ce produit-là. Combien de personnes meurent chaque fois sur des questions de cancer ou du moins des hépatites? C'est lié à ces produits qu'on consomme. Au total, 7 opérateurs économiques seraient les propriétaires de ces sacs de vivres que les services phytosanitaires de Nadiagou ont épinglés. La loi en la matière prévoit des amendes allant de 50 000 à 5 millions de francs CFA et une peine d'emprisonnement allant de 6 jours à 6 mois. Mais en cas de situation de produits toxiques comme nous l'avons vu, la peine est portée au double. Pascal Zaïda interpelle les acteurs de la scène économique à plus de responsabilité et de vigilance dans leurs activités en vue de préserver la santé des populations. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, à la recherche d'un second souffle. Une rencontre de réflexion s'est tenue à Bobo-Dioulasso pour repenser l'organisation de la Biennale de l'information et de la communication. Une démarche pour impulser une nouvelle dynamique au UACO. Reportage Karim Ilboudo à Dissandamba. Comment améliorer davantage l'organisation des UACO, les universités africaines de la communication de Ouagadougou? C'est la préoccupation actuelle du ministère en charge de la communication, d'où la tenue du présent séminaire de réflexion sur les UACO. Il s'agit là donc de passer en revue les conclusions des précédentes éditions en vue d'une meilleure exploitation pour celles à venir. Depuis quelques années, ce cadre-là a permis de valoriser notre pays à l'extérieur au même titre que le CIAO, le FESPACO. Et donc nous voudrions aujourd'hui, en termes de réflexion, voir comment profiter de l'élan qui a été donné par nos prédécesseurs pour redonner un lustre à ces universités africaines de la communication. C'est un cadre où des spécialistes, des praticiens viennent discuter des enjeux de la communication pour le développement africain, pour nos pays en particulier. Et ces discussions-là se font aussi bien avec des acteurs africains, nationaux, qu'avec des acteurs internationaux. À ce séminaire, il va également s'agir pour les participants de repenser les sources de financement de cette biennale. Pendant longtemps, c'est le budget de l'État qui a tenu ces UACO-là. Aujourd'hui encore, la réflexion doit se faire comment nous ouvrons. Il y a d'autres pays qui font ce genre d'université, peut-être pas sur la communication, et ils ont trouvé le moyen d'associer des acteurs privés pour aider l'État à la mise en œuvre. La rencontre de Bobo-Dioulasso se tient après celle de Kourgou qui a servi de cadre pour jeter les jalons de la réflexion. A noter que la première édition des UACO a eu lieu en 2004 à Ouagadougou et depuis, 9 éditions se sont écoulées sans discontinuer, sauf celle de 2015 à cause du contexte sociopolitique qu'a connu le pays. La région du Centre-Nord sera sous les feux des projecteurs jusqu'au lundi prochain avec la célébration du 11 décembre à Kaya. Une des attractions artistiques de cette commémoration sera la troupe Namanagabzanga, constituée en majorité de femmes et qui traîne un quart de siècle de prestations. Mettre leur voix au service de la promotion de la musique traditionnelle est leur credo. C'est pourquoi des thèmes sur l'éducation des filles, la démocratie, l'unité et l'entente sont évoqués dans leurs chansons. Suleiman Sanou Arunamare, gros plan sur cette troupe. Les 60 ans bien remplis, la cantatrice Rakieta Ouedraogo est l'une des voix de la musique traditionnelle de Kaya. Elle est le lead vocal de la troupe Namalgazanga. Sa trajectoire musicale a pris son envol en famille dès son jeune âge. Concernant le début de ma carrière, mon père était chanteur traditionnel. On l'observait chanter. En ce moment, il chantait lors des périodes de peine. Aujourd'hui, on chante plus pendant les périodes de réjouissance, le nouvel an et les fêtes coutumières. Et c'est ce que nous faisons. On a commencé depuis lors et on se réjouit. Mieux, nos enfants nous accompagnent.
Créé il y a 26 ans, Namal Zanga comptait au départ une trentaine de membres dont certains ne sont plus de ce monde. Aujourd'hui, la troupe compte une dizaine de personnes dans le navire, décidées à poursuivre l'aventure. Pour que la troupe ne tombe pas dans les oubliettes, pour que nos petits-fils voient leurs enfants chanter demain, la troupe ne doit pas reculer et nous espérons qu'on va songer à nous. Rakieta Ouedraogo fredonne parfois quelques chansons en famille. Les proches ou simples fans qui lui rendent visite sont toujours bercés par sa mélodie. Démocratie, avant la démocratie. On ne peut pas abandonner nos traditions. Et comme elle parle de tradition dans ses chansons, ça nous plaît et à Dieu aussi. Sinon, les enfants vont oublier nos coutumes. La troupe offre des prestations dans la région et dans tout le pays. La préparation de la relève est déjà en marche au sein de la troupe. Sur les 14 membres du groupe, 8 sont de jeunes recrues. Des jeunes que la troupe tente de cocher afin de transmettre le flambeau le moment venu. Au compteur de la troupe Namal Zanga, 5 prix remportés à la Semaine nationale de la culture. Leurs instruments de musique demeurent les calebasses et les castagnettes. Elles plaident pour des équipements adaptés afin de permettre à leur voix qui porte les stigmates du poids de l'âge d'aller encore plus loin. Culture toujours, la 3e édition de l'Homme Polo aura lieu le jeudi 15 décembre à Ouagadougou, une nuit destinée à récompenser les hommes et femmes de théâtre. Plusieurs innovations marqueront l'édition 2016, comme les L'Homme Polo de la meilleure recherche théâtrale ou les L'Homme Polo d'hommage. Ces précisions ont été données par les organisateurs de la manifestation. Reporter Belidio Bazongo, Bouma Ernest Nebié. 30 œuvres de théâtre et apparentées de cette discipline en compétition pour 15 L'Homme Polo. Après le rendez-vous manqué de 2015 suite à la situation sociopolitique de l'été qu'a traversé le Burkina, les L'Homme Polo reviennent pour une 3e édition. Et cette année, elle se tient sous le thème théâtre et gouvernance. Le théâtre est le miroir de la société et quand nous considérons la société actuellement, dans son actualité, je crois que le problème de la gouvernance est un problème qui se pose avec acuité et qui occupe le devant de l'actualité. C'est pourquoi nous avons voulu coller à cette réalité. Pour les organisateurs de L'Homme Polo, le bilan de la dernière édition s'avère satisfaisant. Et pour la présente édition, 4 prix s'ajoutent au trophée habituel. Il y a un nouveau prix qui vient s'ajouter aux arts apparentés. Il y a un prix pour la formation, un prix pour la recherche et un prix pour l'écriture. Voici donc, au titre des prix, les innovations que l'on peut citer. À cette 3e édition, des prix d'hommage vont être décernés à des personnalités qui ont marqué le théâtre burkinabé. Les différentes catégories de L'Homme Polo primé sont individuelles ou collectives. Les prix varient entre 500 000 francs et 1 500 000 francs CFA. Manuel Valls s'est déclaré candidat à la présidence de la République en France et a remis ce matin sa démission au président François Hollande, qui l'a déchargé de ses fonctions de Premier ministre. Il a nommé dans la foulée Bernard Cazeneuve, qui était jusque-là ministre de l'Intérieur, au poste de chef du gouvernement. Ce dernier a formé une nouvelle équipe dans laquelle Bruno Le Roux devient ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve, promu à la tête du gouvernement français. Il va succéder à Manuel Valls pour les 5 derniers mois du quinquennat de François Hollande. Il occupait depuis avril 2014 le ministère de l'Intérieur. À ce titre, il a dû gérer plusieurs crises majeures, dont la vague d'attentats la plus meurtrière qu'ait connue le pays. C'est un autre fidèle du président, Bruno Le Roux, chef de file des députés socialistes, qui va le remplacer place Beauvau. Le reste du gouvernement est pratiquement inchangé. Manuel Valls, lui, a quitté Matignon au lendemain de l'annonce de sa candidature à la primaire socialiste. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. Le candidat de la gauche à l'élection présidentielle sera désigné lors d'un vote les 22 et 29 janvier prochains. Un sujet fait l'unanimité dans les journaux de ce mardi, la tenue à Paris de la conférence des bailleurs de fonds sur le PNDS. La défaite de Yaya Jammeh continue aussi de faire les choux gras des quotidiens qui n'en reviennent toujours pas. Vincent Tiendrebeo. Tour de chauffe sur les bords de la Seine, titre l'Observateur Palga à propos de la conférence de Paris sur le financement du PNDS.
le plan qui nécessite 15 000 milliards de francs CFA. Une politique volontariste, astronomique selon le journal, surtout pour un pays comme le Burkina qui a choisi de compter d'abord sur ses propres forces. La tâche s'annonce délicate car de la pertinence, de la capacité de remboursement et de sécurisation des investissements dépendront en partie l'aboutissement des négociations, selon l'Obs, qui comprend pourquoi un renfort présidentiel à la mission de l'apôtre Paul à Paris pour prêcher l'évangile du PNDS. Les Burkinabés peuvent être confiants, selon des propos du Premier ministre rapportés par Sidouaya, car tout semble indiquer que ce sera un grand succès. Mais l'Express du Faso souligne qu'il faudra serrer les ceintures car le développement ne viendra pas d'ailleurs. Restitution des tablettes au gouvernement par l'Assemblée nationale, l'ensemble des quotidiens affichent à la une cette annonce et reprennent in extenso le communiqué du Parlement irrelatif. L'observateur Palga nous apprend que l'affaire avait été encore évoquée dans un panel sur la corruption et à ce sujet, le journal rapporte des propos du contrôleur général de l'État, Luc Marius Ibriga. Ce que nous voulons savoir, ce sont les conditions dans lesquelles ces tablettes ont été données à l'État burkinabé. Certains quotidiens reviennent sur la situation en Gambie après la défaite de Yaya Jammeh à la présidentielle. La déstabilisation a commencé selon l'observateur Palga, avec la liberté provisoire pour Darboué, victime emblématique de l'injustice et de l'arbitraire qui avait force de loi depuis 22 ans. Mais il faudra faire attention, prévient le pays. Autrement, il n'est pas exclu que la joie des Gambiens soit de courte durée, puisque Yaya Jammeh n'a pas encore transmis les rênes du pouvoir. Vaut mieux donc amadouer la bête pour se donner des chances de la terrasser. Ce journal ainsi s'achève. Bonne suite de programme sur la RTB. Merci de votre aimable attention.